roi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Fou du Roi. Avec nous ce matin, nous avons Ben. Bonjour. Bonjour. Charlotte Bouteloup. Alexis Trégaro. Salut. Et le père Albert Algou. Bonjour. Au menu de l'émission, nous recevrons tout à l'heure, pour ceux qui ont besoin d'une coupe de cheveux, une Jacques Desange. Le célèbre Jacques Desange, on voit des salons partout. Et ben c'est lui, pour son livre 70 000 femmes par jour. C'est sa biographie qui sort chez Jean-Claude Goswitz. C'est énorme, moi, j'ai 70 000 femmes. Barclay du peigne soufflant. Mais il les a coiffés seulement. Hein. Il n'a pas fait Oh, que pas seulement, dans le livre. Oui, mais enfin, bon, je tiens à le préciser. même à la Libération. Nous entendrons le groupe Oku et la chanteuse Maria Espinosa. Dans quelques instants, la chronique de Daniel Morin, ici présent. Bonjour, bravo, merci. À 12h05, nous retrouvons le camarade Didier Porte et ensuite la chronique anglaise, comme tous les mardis, de David Lowe. Et saluons notre pianiste Franck Gélibert. Bonjour. Et Stéphane, avec nous aujourd'hui, le lycée Albert Schweitzer de Mulhouse. Pratiquement tout le lycée. Soyez les bienvenus, amis de Mulhouse. Très bien. Ils sont venus pour vous. Et oui, salut, amitié. Ils sont venus pour vous. Alors que, oui, c'est pas bon. C'est sympa. Je vais venir à Mulhouse. T'imagines, habiter je vais aller Mulhouse, faire l'émission à Mulhouse. Moi. Alors, d'ailleurs, pourquoi on va pas à Mulhouse? C'est vrai, on aurait dû aller à Mulhouse. Alors que. Comptez sur moi, on va y aller. Alors que tout fout le camp, la valeur refuge de notre société moderne, c'est la famille. Certes éclatée, recomposée dans tous ses états, mais les Français y sont visiblement profondément attachés. Surtout les grands-parents, ça sert pour arrondir les fins de mois. Enfin, on va en parler, il y a plein de problèmes. Source d'apaisement, autant que de conflits. Elle est le lieu idéal pour observer les évolutions de la société. Le cinéma s'y est depuis longtemps, s'en est depuis longtemps saisi, mais encore fallait-il jeter un regard sensible et intelligent. Pari difficile, mais gagné haut la main par Alfred Lowe dans une comédie douce amère, drôle et tendre, émouvante, sans jamais tomber dans les clichés. Une petite zone de turbulence qui sort demain sur les écrans, dont le moindre des mérites n'est pas d'avoir réuni une distribution de talents, dont un couple qui n'avait pas tourné ensemble depuis Tenue de soirée, ça fait au moins 20 et quelques années. Ouais, 25 et des poussières, voilà. Avec nous ce matin au micro, alors 3 comédiens formés à Miu Miu, Michel Blanc et Gilles Lelouch. Et alors, en plus, Michel Blanc, vous avez joué un rôle essentiel, un rôle de cheville ouvrière dans ce film. Dans celui-là? Oui. Oui, je suis le domino qui tombe le premier. Oui. C'est ça. Non, pas seulement, c'est-à-dire que vous avez scénario, dialogue. Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, non, mais... Bah alors Michel, enfin. Non, mais je sais non, pas. c'est-à-dire Moi, que vous avez- il a Oui. des Non, mais la termes. métaphore était belle. J'ai pas l'habitude. Moi, d'habitude, les journalistes parlent simplement. Et Oui. puis, là, il y a de la métaphore. Oui, forcément, Je suis con, le mais- style ampoulé de Berne, vous Oui, êtes je suis complètement con, mais- échappé. Oui. Alors la réponse est oui. Oui. Et en fait, parce qu'il y a une petite musique qui n'est pas sans rappeler Embrasser qui vous voulez. C'est pour ça que je voulais pas faire la Et c'est vrai que vous ne vouliez pas réalisation. réaliser le Bien film, sûr. parce que vous dites au cinéma, il faut toujours se mettre en danger. Moi, j'aime bien le faire comme ça, mais oui, parce que, enfin, je sais pas, je me serais senti d'un seul coup sur des rails, avoir l'impression d'avoir déjà réalisé le film ou de s'être déjà posé ces questions-là. Je trouvais ça pas stimulant. Mais on reconnaît la plume de Michel, hein, une plume assez acerbe avec des pics bien vachardes qu'on retrouvait moi dans... qui suis un ange. Ouais. Oui. Alors il faut dire quand même que c'est une comédie, mais que comme certaines comédies françaises qui se revendiquent des comédies qui n'en sont pas, là on se marre vraiment. C'est une vraie comédie bien faite, très drôle, sur l'engagement amoureux, sur la famille et ses petits dysfonctionnements. Petit, oui. Et ouais, petits dysfonctionnements. Et c'est Michel, donc ça pourrait être votre personnage, Jean-Pierre, ça pourrait être Jean-Claude Duss qu'on retrouve 15 ans plus tard en fait. Hein. Ah, je me suis pas posé la question, dis donc. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est pas mal. Ah, je vais y réfléchir. D'accord. Et on s'en parle à la prochaine je émission. reviendrai. C'est un homme qui est parti à la retraite, il a fait toute sa vie un métier qui lui a Il s'est pas fait plu. virer, en plus, Il s'est fait c'est virer, une- oui. c'est une Parce- retraite Oui, pas une vraiment retraite consentie. très anticipée. Ouais. Voilà, On l'a dehors. éjecté. Et bon, il n'a pas fait un métier qui lui plaisait, mais enfin bon, là, il se retrouve du jour au lendemain à la retraite dans une jolie maison, hein, visiblement. Ah oui, oui. Parce Coquette, c'est coquette. Et il est avec une femme qui ne Qui est sait pas, coquette aussi. qui est coquette, mais qui le trompe.
Oui, c'est Miu Miu, oui. Mais c'est ça, Elle oui. le trompe. Parce C'est que... comme le Premier ministre irlandais, c'est exactement la même situation. Exactement. Mais sauf que là, il démissionne Il a pas. pas 19 ans, son Là, enfant. il démissionne pas et elle n'est pas avec un type de 19 ans, mais avec un collègue de Aussi bureau. beau qu'un mec de 19 Et ans. c'est Avec ça qui est un drôle. collègue de bureau. Et puis, alors la fille, Cathy, est-ce qu'il faut se marier dans son milieu ou sortir de son milieu? Elle veut épouser regardez à quoi il ressemble. Un beau Elle a fringard. Un beau fringard. Un bourrin, voilà. Un bourrin. Mais- Qu'on appelle bac-6. Ouais. Tellement il est. Il est con, on peut le dire. Il est un peu Non, en Non, fait, il non, est moins il se- con qu'il n'y paraît. Voilà, C'est il ça se le truc. cache derrière des formules toutes faites. Hein Et puis le fils, parce que vraiment vous avez cumulé quand même dans une seule famille, trouvé autant de Allez-y, cas, parce que je me sens très mal barré là. Alors, donc allez-y, enfant. de cas d'école, voilà, de Voilà. cas d'école, D'option. d'option. Et le fils évidemment est homosexuel, mais Pourquoi, ne veut pas évidemment s'en. Ah bah parce qu'il fallait Avec bien. des parents comme ça, c'est ça que Ah vous bah dites ça Ouais, forcément, franchement, ouais, il fallait que ça tombe sur lui. Et donc il est, non, cela dit, il est homosexuel très sérieusement et il refuse de s'engager. C'est-à-dire qu'il voit son petit copain 3 fois par semaine, mais pas plus. Et donc tout ça, C'est suffisant. En gros, hein. le Jean-Paul, il était déjà pas au top. Le Jean-Paul, il est hypochondriaque, il est au début de sa retraite, donc il paraît qu'on a Et une il est petite déprime. persuadé, Et il a il est- tout qui lui tombe dessus. Sa femme qui c'est le ça. trompe avec un ancien collègue. Avouez que ça fâche. C'est vrai que, en l'occurrence, comme il le dit, aucun de ces deux gendres ne l'emballe. Lui parce que c'est bac-6 et l'autre parce que c'est un garçon qui va épouser son garçon d'une certaine manière, sans que ce soit un mariage. Donc il est un peu perturbé. et surtout alors, vous êtes évidemment, hypochondriaque, vous voyez des maladies partout, vous êtes persuadé d'avoir un cancer. Vous êtes un peu comme ça dans la vie, Michel? bien sûr. Ah oui, vraiment. Mais, les ça scènes, s'arrête par là. exemple, avec un couteau, vous regardez. Non, oui, ça, c'est des trucs que j'ai suggéré à Alfred. J'étais conseiller en hypochondrie sur le film parce que je lui ai dit ça, tu sais, je l'ai fait à tel endroit. Alors, ça serait marrant qu'il fasse ça. Alors, Mais ce qui m'a fait rire, c'est que la première scène du film, je l'ai vécu. Le moment où il va essayer un costume et il aperçoit quelque chose dans son dos. Il se dit qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, je l'ai vécu en essayant. C'est-à-dire, vous montez sur le Pratiquement, banc, je l'ai fait, ouais. vous regardez dans le miroir, sous Mais la lampe, pour voir si c'est essayer pas de une voir tache, voilà. une tache suspecte dans le Voilà. dos. Mais il faut expliquer aux gens que Michel Blanc est hypochondriaque, mais qu'il n'a pas peur du tout des virus et de ce qui l'entoure. Il a peur de ce qu'il vient à De l'intérieur de lui. sournoisement. C'est Vous êtes pas fait pareil. vacciner, Donc la alors grippe, tout ça, ça vous fait pas peur. Vous n'êtes pas fait vacciner. Non, alors. mais peur, j'ai ouais, rien non. contre le fait de me faire vacciner. Oui, non, oui. non. Les uns les autres, Alexis, vous avez vu le film? Ouais, je l'ai vu et j'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai trouvé ça bien fait, bien rythmé. Quelques petites réserves sur la forme, mais ça c'est globalement, moi, je trouve que les comédies françaises sont toujours un peu trop académiques dans leur réalisation. Mais je trouve ça intelligent. On retrouve tous vos thèmes de prédilection, donc l'hypocondrie, la peur de la mort, les petites hypocrisies à l'intérieur de la famille, l'homophobie latente dans la société, enfin tout ce qui vous est un peu, tout ce qu'on retrouve souvent dans vos films. J'ai trouvé ça très bien. J'adore Miu Miu depuis toujours, donc je suis toujours content de la retrouver. Et Gilles, il est Et- absolument parfait. il est parfait. Pardon, avec Mélanie Doutet. Voilà, moi, vous savez que j'ai un faible pour Mélanie Doutet. Vous êtes Ça pas le tombe seul, bien. hein. Oui, je sais, on est ça, c'est nombreux. c'est un pléonasme. Et voilà, chaque fois que je la vois à l'écran, je suis ébloui. Elle est pas mal. Et c'est pas la première fois. Et ce qui est marrant, c'est que Gilles, donc, il joue effectivement le rôle d'un bac-6 et d'un bourrin, mais c'est le côté peut-être un peu la petite morale du film, c'est que c'est quand même lui que vous préservez le plus. Finalement, c'est le plus vrai du Parce film. c'est celui qu'on qui a est le pas- il plus est pré- d'intelligence de la vie. Non, mais c'est pas Ah, ça. mais C'est juste qu'il est amoureux, il est prévenant, il est sympa ce mec. Oui, Il joue puis pas la lui le plus comédie. sympa. Non, c'est le seul qui sache aimer. Voilà, C'est c'est pour ça. lui, il sait ce que c'est que l'amour, Voilà. il est prêt à s'engager, il ne demande que ça, alors que les autres, ils Bah rentrent oui. un Tu petit sais, c'est peu. un peu comme c'était le film de Bakri, on est toujours le con de quelqu'un. Je me souviens plus du titre de ce film là. C'était Le goût des autres, hein. Le goût des autres, voilà. Donc, c'est un peu la même. morale. Moi, je fais arbitre. Oui, le goût des C'est autres. comme Et vous, Miu Miu Miu. Justement, retrouver Michel Blanc à l'écran, c'est vrai que c'est un couple plausible. On a l'impression que vous vous êtes jamais quittés. Oui, c'est ça, alors qu'on s'est quitté. Ah bah oui, parce qu'elle m'a jamais pardonné mon aventure avec le gros Gérard, donc Gros Gérard. Du mal à m'en remettre, lui aussi. moi aussi. Oui, Gérard aussi. Non, Gérard, moi j'ai fait un long séjour à Bichat. Non, mais c'était très bien en fait de se retrouver. Mais on s'est retrouvés tellement naturellement que finalement, l'événement, c'est que c'en était pas un. Tout s'est fait comme si on avait eu une conversation la veille et qu'on l'a continué le lendemain. Et puis, ça s'est fait naturellement sur le couple. Monsieur et Madame Muret, on sent qu'il y a un passé entre eux, qu'ils ont été Ils ont été heureux parce qu'il y a plein de photos de très famille. heureux, Mais- très Et complices, en même temps, très vous joyeux. avez changé de vêtements, j'ai vu. Parce que je observe toujours dans les films ce que vous portez, Miu Miu. Ah bon Parce que vous dites que une façon de rentrer dans le rôle, c'est à travers les vêtements. Vous êtes Donc tellement comment vous naturel. avez une sorte de nuisette comme ça, de robe de chambre très colorée
pleurer façon Et remarquez, patchwork. Mais vous êtes Musette, hein. superficiel, Stéphane. Mais c'est non, pas non, parce que possible. je suis les conseils de Miu. Il dit, Et alors quand j'entre dans un rôle, Oui. je rentre dans les Et vêtements. alors la nuisette vous tente? Non, Comment va madame? je n'oserais pas porter une chose pareille, même à la maison. Oh, Mais, Miu Miu, Stéphane. votre personnage, c'est le plus faux cul du film, puisqu'en fait, elle est avec son mari, on sait pas trop si elle est folle d'amour pour son amant, mais elle veut pas quitter son mari parce qu'elle veut le préserver. C'est Mais une c'est femme vous la plus C'est une faux cul femme, du quoi. film. Oh C'est là la là, femme oh là idéale. Oh là là. là, c'est Oh un là. peu péremptoire. Qu'est-ce hein. que ça veut dire, ça? Bah, dites-nous, est-ce que c'est la moins franche du Bon, collier alors. de tout le film? Alors, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très franche, mais c'est pas grave. Donc, elle s'entendait très bien avec son mari, qui, au fur et à mesure, a commencé à s'enfermer, à ne plus lui parler. Les enfants sont partis. Là, je fais un petit résumé qui n'est pas dans le film, puisque c'était avant. Et là, elle est dans une situation où la seule personne à qui elle parle, avec qui elle peut parler, rire, être contente et faire bien d'autres choses, c'est son amant, qui est un ancien collègue de bureau de son mari. Et quand son amant lui demande de s'engager avec lui, c'est-à-dire qu'ils partent ensemble, ce qui n'est pas une situation ordinaire. C'est très rare de personnes de cet âge-là. Enfin, donc là, je pense que là, c'est la chose la plus exaltante, une déclaration d'amour qui la bouleverse complètement. Et elle se demande, oui, si elle doit partir, si elle peut partir. Elle a encore ce refus devant l'engagement, finalement, comme toute la famille. Hein. Un certain nombre de femmes se posent la question quand il leur demande au petit matin, est-ce que tu veux quitter son mari pour moi? Je veux m'épouser. Elles ont le tort parfois Comment tu d'accepter. Je vous propose, je vous laisse entre les griffes d'un amant redoutable. Oh. Daniel Morin. Et nous sommes le 12 janvier. Ah, merci Stéphane. Et le 12 Je demande la janvier, date chaque jour. 12 janvier, c'est la Sainte Tatiana. Bon, bah, les Tatiana, on connaît, hein. Certains plus que d'autres, hein, Stéphane. En général, elles savent très bien et surtout très tôt ce qu'elles veulent dans la vie, ces filles-là. Hein. Forte concentration de Tatiana dans la région PACA, région dans le climat est propice au développement de tout type de plantes vertes, et région accessoirement riche en vieux fortunés. Bon ben voilà, je crois que maintenant on connaît un peu mieux les Tatiana. Mais aujourd'hui, à nos invités, à l'immense talent, à nos auditeurs fidèles et vibrants, et à notre public venu à pied de Mulhouse qui va nous accueillir en hurlant, je dis bonjour. Bonjour, ouais. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parlez pour vous, Stéphane. Je parle pour vous. Bonjour Michel Blanc, vous allez bien? Mais ça va très bien. Bon, ça va Monsieur Lelouch? Bienvenue au Fou du Roi, messieurs. Voilà, Blanc Lelouch, c'est fait. Ah, miou, miou. Miou, miou, nom de Dieu. Béni soit ce 12 janvier. Oui, je suis content pour vous, petite femme frêle et agile au doux regard candide, qui n'est pas sans me rappeler celui de la petite loutre des rivières glacées du Cambodge. Ravi que vous puissiez passer aujourd'hui un peu de temps à côté d'un homme formidable. Moi. Trêve de plaisanterie. Et attention, Miu Miu, ce que je vais vous dire, je ne crois l'avoir jamais dit auparavant à aucune femme. Vous me plaisez. Oh non. Vous me plaisez énormément. Vous me plaisez plus que de raison. Quand je pense à vous, je parle couramment ougandais. Et je rêve que nous nous perdons dans la forêt tropicale en partant de rien matériellement, mais de tout émotionnellement. Nous nous construisons un futur fait de nature nourricière, d'amour sauvage et de paludisme aggravé. Et on s'en fout du palu, car on est bien, toi et moi. Oui, on se tutoie maintenant, il y a un moment, faut y aller. Hein. Oui, je disais, on s'en fout du palu et de la précarité, car rapidement nous prenons le dessus sur notre environnement. Et c'est dans une splendide maison perchée dans les arbres que nous coulons des jours heureux où tu assistais dans tes tâches ménagères par 3 guenons serviles que j'aurais dressés et habillés en soubrette. Voilà à quoi je pense, Miu Miu, quand je pense à toi. Tout ça pour dire, je suis content de vous voir. Super. Pour revenir à votre film, chers invités, quel régal. Ah, la vie de famille avec ses petites aspérités qui en font tout le sel. Ici, en tout cas, dans la grande famille du Fou du Roi, je vous garantis que c'est salé. Hein. Très salé, même. Trop salé, peut-être. Et c'est drôle, on y retrouve parfois chez certains des caractéristiques de vos personnages. L'hypocondriaque. Ah bah, c'est Stéphane. Hein. Ça, c'est son Altesse dans toute sa splendeur. Pas du tout. Oh si. Vous le verriez quand on fait un déplacement en province. Alors 9 fois sur 10, avant le départ de la maison de la radio, il nous oblige à nous réunir et à prier. Oh non. Non, c'est nul, c'est pas vrai. Saint Louis XIV qui est aux cieux. Je vous en prie, écoutez ma prière. Nous allons bientôt partir en mission d'évangélisation culturelle vers les terres intellectuellement arides de la France basse.
Protégez-nous de la malaria encore présente dans ces régions où l'homme et la bête ne font souvent qu'un. Tenez loin de moi cette foule pleine d'enthousiasme et de microbes qui, de ses mains crottées, risque de me contaminer d'une de ces maladies tropicales qui fait tomber les cheveux et fait pousser les ongles des pieds. Amen. Tout comme votre personnage, Michel, notre bon Stéphane, aussi a connu la trouille de la pré-retraite. Ah, c'était il y a quelques années. Je vous remercie. Sa compagne, Mireille M, le rossignol avignonnais à la voix de Cressel, elle le trouvait un peu fatigué. Hein. Elle lui avait ordonné de se mettre en pré-retraite, sinon elle menaçait de le quitter. Une scène terrible. Bon, d'ailleurs, on va essayer de vous la reconstituer, cette scène. Stéphane, est-ce que vous êtes disponible pour me filer un petit coup de main? Allez. Parce que Miu Miu est là, qu'elle adore Mireille. J'adore. Alors, sur les parties soulignées, hein. Moi, je fais vous. D'accord. C'est parti. Qu'y a-t-il, madame, délicieusement fripée? Figure-toi, mon amour à bouclette, que malgré les années, je suis restée une femme entière, pleine de désirs. J'ai un grand besoin d'amour. Tu veux qu'on achète un autre chien, ma douce épave? Non. Moi, j'ai besoin d'amour avec toi. Je veux du challenge physique. Je veux que tu me bouscules la vertu, que tu deviennes le fafane des débuts, ma grosse brutasse qui me traitait comme une vilaine petite souillon. Mon Dieu, ne parle pas de la sorte, ma douce antiquité. C'est vulgaire, tu t'exprimes comme une syndicaliste qui a arrêté l'école en 5e. Je veux que tu te reposes. Mets-toi en pré-retraite. Je veux que tu me fasses un enfant. Oh non, pas ça, pas maintenant. Dans maximum 2 ans, Drucker est foutu. Et enfin, ce sera moi le roi des vieux. 2 ans, pas plus. Hein. Moi, j'ai mon horloge biologique qui tourne comme une mobilette. Hein. Bon, là, ça va encore, j'ai que 93 ans. Mais quand même, ça urge. Oh là là. Enfin, Dieu merci, tout ça s'est arrangé. Hein. C'est horrible. Stéphane a offert un petit sans-papier albanais à Mireille, c'est l'a occupé 3 mois, hein, puis elle l'a revendu à un ami trafiquant d'organes. Pour toujours rester dans la thématique de votre film, hein, j'ai aussi connu les questions soulevées par la présence dans la famille d'un élément gay. Ouais, c'était un cousin et la réaction de ma famille m'avait troublé. Du coup, j'ai appelé au téléphone mon confesseur, le père Albert. Allô, père Albert, c'est Daniel, je ne vous dérange pas, j'espère. Mais tu ne me déranges jamais. Tu le sais, Daniel. J'étais juste en train de visionner un DVD de sport intitulé Footballeur sur la douche. Que puis-je pour toi, mon enfant? Alors voilà, j'étais comme chaque année à ma réunion de famille, dans les terres sauvages et hostiles du sud-ouest de la France. Et à la fin du grand repas, mon cousin Amédée a déclaré qu'il aimait les garçons. Et alors, quelle a été la réaction de cette famille de bouseux? Ils l'ont crucifié sur la porte du garage. Est-ce une réaction normale, mon père? Daniel, dans sa mansuétude qui est immense, le Seigneur nous aime tous, sans distinction, sauf les Espagnols qui sont bien trop poilus, les salauds, pour accéder au paradis. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre une petite visite, discrète, à la sacristie, pour que nous en parlions en tête à tête, tous les deux? Je voudrais pas abuser, mon père. Mais tu n'abuses pas, Daniel! Allez, magne-toi le pompon, nom de Zeus. Je viens de recevoir mon nouveau jacuzzi de place. Nous les serrons ensemble en parlant tolérance, amour, partage, en feuilletant Têtu, un bon magazine, tout en regardant la fin de mon DVD. Vive la famille, à demain. C'était Daniel Morin. C'est une honte. Nous recevons maintenant, et c'est sa fête ce matin, nous recevons maintenant Tatiana, Gilbert, Jeff, Didier et Samuel du groupe Oku. Nous les avions reçus en duo lors de notre émission à Berlin. Elle a vécu toute son enfance en Afrique de l'Ouest avant d'apprendre la musique en Angleterre et de poser ses valises à Paris. Lui vient de Bâle et vit aujourd'hui à Berlin. Malgré ou grâce à leur éloignement géographique, ces deux artistes ont réussi à composer pendant 2 ans des chansons à distance. Ils ont finalement enregistré en 5 jours leur premier album, Serpentine, des chansons à la fois folk, soul et world. Oui, enfin, c'est tout ça, c'est pareil. Et ils seront... Mais non, je plaisante. Oh. Mais le tout, c'est de les faire chanter maintenant. Ils seront en concert le 10 mars à la Maroquinerie à Paris. Ça bouge. Tout ça, c'est pareil. Mozart, Beethoven, les Beatles, les Rolling Stones, c'est pareil, c'est de la musique, quoi. Ouais, ça fait bouger, quoi. C'est du rap country. Bon, c'est bon, là, To the Bone. To the Bone, c'est le titre qui nous interprète ce matin en direct dans le Fou des Rois. Voici le groupe Oku.
Merci au groupe Beaucoup. On les retrouve en deuxième heure en compagnie de Franck Gélibert. Nous sommes avec l'équipe du film Une petite zone de turbulence d'Alfred Lowe avec Miu Miu, Michel Blanc, Gilles Lelouch. Et dans le film, il y a également Cyril Descours, Mélanie Doutet et d'autres. Il y a une chose quand même, j'ai l'impression que les rapports dans les familles ont changé. Parce que dans le film, on se parle beaucoup plus. On se dit des choses, même par exemple, votre personnage, Miu Miu, dit à sa fille qu'elle a un amant. Oui, enfin, elle a envie, en fait, d'avoir l'assentiment. Elle a envie de dire à sa fille, voilà, j'ai eu telle proposition, mon amant m'a demandé de partir avec lui, et j'aimerais bien que tu me dises oui. Elle a envie de le dire à quelqu'un, surtout. Elle a, pardon. Elle a envie de le dire à quelqu'un. Oui, elle a besoin, et surtout sa fille. Oui, elle a besoin. Mais ce que je voulais revenir sur quelque chose. Je veux dire que la révélation pour Michel dans le film de cette relation que j'ai va le sauver. Le sauve complètement de sa névrose. Oui. Finalement. Oui, vous lui rendez service, en fait. Mais oui, c'est vrai. Oui. Ah, voilà. Que les hommes le sachent, quand les femmes les trompent, c'est pour leur rendre service. Voilà. En fait. Mais toujours. Mais toujours. Non, et c'est vrai, ça le sort. Tout d'un coup, il revient dans la vie. Il revient tout d'un coup. En force, même. Mais oui, non. Oui, un peu en mais force, tout à fait. Non, mais quand même, elle n'a pas tout faux. Moi, je voulais demander à Michel Blanc, donc vous avez adapté, c'est adapté d'un roman anglais. En Angleterre, souvent les différences de milieux, de niveaux sociaux, sont plus prononcées, plus importantes que Dans chez des nous. castes en Angleterre. Voilà. Oui, Alors comment est-ce que vous avez transposé ça? J'ai transposé ça parce que le personnage que joue brillamment notre camarade Lelouch, justement dans le roman, la raison pour laquelle nous qui sommes des bourgeois, des middle class, la raison pour laquelle on le méprise, c'est parce que c'est un ouvrier. Working. Ouais. Et ça, évidemment, c'est un truc que moi, personnellement, le papa, je ne digère pas, et que la maman, on ne digère pas bien non plus. Et je trouvais que... Alors, autant dans le système anglais, c'est assez courant, autant chez nous, je trouvais que ça les transformait en espèce de gros cons, quoi, le couple. Donc, je me suis dit, il faudrait trouver une raison qui ne soit pas le fait que ce soit un ouvrier, mais un métier qui nous fasse peur, un métier dont on se dise on n'a pas envie que notre fille... et je me suis dit, la sécurité, c'est un truc qui fait peur, parce que parfois il faut faire le coup de poing, parce qu'on travaille la nuit, parce qu'on fait les boîtes de nuit... Parce qu'il élève des pitbulls aux stéroïdes. Et... Ouais, voilà. Oui, parce qu'il est entouré de types qui sont quand même assez... Enfin, un peu dans mon genre, vous voyez, des gens costauds, grands, tout ça. Donc voilà, j'ai préféré trouver cette équivalence-là, parce que ce qui est, entre guillemets, assez anodin dans le roman en Angleterre serait passé pour quelque chose de très violent et de pas très sympathique. Et paradoxalement, enfin, je ne sais pas si vous trouvez que le racisme social ou les complexes sociaux existent toujours dans la société d'aujourd'hui, mais on nous montre toute une génération, enfin, si j'en crois la télévision, dans la télé-réalité, tout ça, où les gens finalement sont assez fiers de leur inculture. Ils sont assez fiers de ne pas savoir grand-chose. Ils n'ont pas le choix à la télé, hein, souvent. Oui, mais il y a une... Ils sont recrutés pour ça maintenant. Non, mais oui, il y a un contrôle très sévère. Oui, j'observe à la télé beaucoup de gens qui sont fiers de leur vacuité, de leur indigence. Donc c'est un peu... Regarde, Stéphane, il a une nouvelle émission. Non, mais enfin, c'est pas exactement ce qu'il fait. Oui, je suis pas fier, moi, de rien savoir. Non, mais c'est... Gilles, dans le film, je pense pas qu'il sache rien du tout. Non, au contraire. Non, c'est pas qu'il sait rien du tout, c'est qu'il se... Mais il complexe quand même. Il se camoufle. Il est tellement complexé face à cette famille qui ne le supporte pas, il le sent bien, qu'il se camoufle derrière des lieux communs, des espèces de clichés, qui fait qu'il n'a pas une pensée propre, donc ça appuie encore plus le fait qu'on pense qu'il est crétin, mais c'est pas le cas. Non, bien sûr, mais il a des expressions en fait. à l'emporte-pièce. Ouais, exactement. Il supporte la petite sauce qui va bien, au jour d'aujourd'hui. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ouais, ça c'est... Il supporte une agressivité de sa fiancée qui est, qui est assez nous étonnante. aussi, hein. Ah oui. Elle lui balance des trucs immondes à la figure quand même. Ouais, mais ça, je suis habitué au jour le jour. C'est vrai. Ce qui est amusant, c'est que... Ce qui est amusant, c'est que dans votre personnage, les préventions qu'il a contre l'homosexualité, ce qui le choque le plus entre deux hommes, c'est qu'ils aillent acheter des meubles ensemble. Oui, c'est ça aussi. Mais ça, c'est assez marrant. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. Ça m'avait vraiment beaucoup amusé et intéressé quand j'ai lu le roman. Et ça, vraiment, je voulais pas rater cette réplique-là. C'était en fait, c'était pas une réplique, c'était, on était dans la tête du personnage, et je trouvais ça extrêmement intéressant. Et je me disais, mais dans le fond, je suis sûr que si on faisait une enquête auprès, par exemple, des gens qui sont
totalement hostile au mariage homosexuel, je suis certain qu'on aurait une très grosse proportion qui répondrait « Moi, ça ne me gêne pas que 2 hommes couchent ensemble, vivent ensemble. Je ne veux pas qu'ils se marient. » C'est-à-dire, je ne veux pas les voir acheter des meubles ensemble. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est pas souvent dit comme ça. Mais c'est très juste parce que quand on en parle, moi quand j'en parle avec des proches, des copains qui sont évidemment pas homophobes mais qui ont des petits blocages, c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas l'aspect sexuel qui les dérange, c'est l'aspect sentimental en fait. C'est de pouvoir projeter un sentiment amoureux sur un autre homme. Mais globalement, malgré tous les signes d'ouverture d'esprit auxquels on veut nous faire croire, est-ce que vous trouvez qu'il persiste un vieux fond d'homophobie en France? Bah oui, partout. Oui, bien sûr. Oh bah certainement, oui. Ceux qui sont homophobes, en général, ils disent « Oh, j'ai rien contre, on en connaît, on a même des amis homosexuels. » Oui, ça c'est ce qu'on... On disait ça sur l'antisémitisme aussi. C'est ça, oui, absolument. Non, mais et puis ça dépend dans quel milieu vous posez la question. Ça dépend de la tranche d'âge. Ça dépend de voilà. Posez la question dans le football. Il y avait un très joli reportage. Le sport et voilà. oui. Bah, vous posez la question dans le football, ils en connaissent pas, il y en a pas. Et les mecs ils disent hors antenne. Surtout dites pas que je le suis. Bon, sinon j'ai plus de sponsors, j'ai plus rien. Donc vous voyez, ça dépend où on pose la question. Hein. Un autre point, ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est un film sur l'engagement amoureux, cette incapacité qu'ont certains des personnages à dire « je t'aime ». Et notamment, le fils, Mathieu, a du mal à dire à son copain qu'il l'aime. Et vous, Michel, j'ai retrouvé des interviews où vous expliquez, vous avez fait la une de l'Express en 2006 pour un spécial célibataire, où vous disiez il faut garder un chez moi et un chez l'autre. Oui, ça j'ai complètement échoué depuis. Rassurez-nous. Voilà. Non mais à l'époque vous étiez... oui, à ce moment-là, vous étiez il y a 3 ans. Bah, c'était des expériences que j'avais vécues comme ça. Et puis ça vient de se casser la gueule. Tant mieux. Ouais. Alors je vous propose maintenant de retrouver un personnage qui est aussi dans son univers. Prenez encore un peu de temps si vous voulez, Stéphane. Non, c'est pour vous. Non, c'est bon. D'accord. C'est bon. Okay. Buvez. Je sens que vous avez très envie. Non, ouais, je bois une petite gorgée. Ok. Alors c'est bien. Bon. Alors on veut entendre la gorgée d'eau. Parfait. Je vous propose de retrouver Ben. Merci beaucoup. Bonjour Miu Miu, bonjour Michel Blanc, bonjour Gilles. Bonjour. Gilles Lelouch, bien sûr. Alors je me présente, je m'appelle Ben. Enfin, ce sont surtout les autres qui m'appellent comme ça parce que moi je m'appelle assez rarement. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait une urgence. Je suis un petit peu embêté parce que je suis censé faire un portrait d'invité et c'est toujours plus simple quand il n'y a qu'un seul invité. Donc j'avais pensé demander à 2 d'entre vous de bien vouloir dégager pendant mon intervention. Mais Stéphane n'avait pas l'air super emballé par l'idée. Bon voilà, ça c'est son côté un petit peu prout-prout, je dirais. On va pas se mentir, c'est vrai que Stéphane il a un petit côté un peu BCBG comme ça, pas très rock'n'roll. Par exemple, il a horreur qu'on insulte les invités. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on les insulte quasiment plus. C'est terminé. Sinon, il nous fait un cake après l'émission. Donc, je suis désolé, Miu Miu, Michel et Gilles, si vous aviez envie de vous faire insulter. Bon, c'est vrai que c'est agréable parfois, mais là, ce sera pas possible. Ou alors après l'émission, si vous voulez, on s'enferme dans une pièce, on coupe les portables, et puis je vous balance des saloperies pendant un quart d'heure, mais entre nous, quoi, pas à l'antenne. Donc j'ai décidé de ne virer personne et de tirer au sort celui ou celle qui aura l'honneur d'être mon sujet. C'est tombé sur Miu Miu. Mais vous allez voir que je me suis habilement débrouillé pour ne pas laisser de côté Michel Blanc et Gilles Lelouch qui ont pour point commun d'être tous les deux acteurs et réalisateurs. Enfin, je ne veux pas trop rentrer dans le détail de leur carrière, vu que ce papier est consacré à leur partenaire dans ce film, qui a été scénarisé par Michel Blanc lui-même, même si Gilles aurait très bien pu faire ce boulot, puisque lui aussi a connu des expériences de scénariste sur ses réalisations. Enfin, on en reparlera peut-être un autre jour, car aujourd'hui, c'est Miu Miu qui est à l'honneur. Alors Gilles, on vous a vu entre autres dans Ne le dis à personne, de Guillaume Canet, à qui j'avais consacré une chronique il y a quelque temps, et à l'issue de laquelle il m'avait dit « Bravo ». Alors là, vous allez me dire, mais quel rapport avec Miu Miu? Aucun, c'est vrai, mais en même temps, je voulais éviter les lieux communs parce que je sais, ou en tout cas j'imagine, que vous devez en avoir un petit peu marre, Miu Miu, qu'on vous reparle sans cesse des valseuses, du café de la gare, tout comme Michel, vous en avez peut-être marre qu'on vous parle de Jean-Claude Duss, du Splendide et des Bronzés. Donc je me suis interdit de parler des Bronzés et des valseuses, sauf à Gilles Lelouch, vu qu'il n'a pas joué dedans, même si Stéphane m'a dit, écoute, là, je crois que ce serait un petit peu hors sujet, mais enfin, ça, c'est son côté un petit peu cucul la praline. Oui, parce que les chroniques du Fou du Roi, c'est un petit peu comme un Scrabble, il y a des mots compte double, des mots compte triple, et quand on arrive à caser prout-prout et cucul la praline dans la même chronique, bon, en général, ça fait pas rire tout le monde, mais enfin, ça fait quand même pas mal de points. En tout cas, c'est un plaisir. C'est tout à fait. Et ben là, j'ai une prime, du coup. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir réunis tous les deux, Miu Miu et Michel.
Michel au cinéma, vous n'aviez pas tourné ensemble depuis Tenue de soirée il y a 23 ans. C'est un petit peu ça le secret de votre couple, c'est sa rareté, un film tous les 23 ans. Le prochain sortira donc en 2033, qui devrait être l'année du lapin en Chine. Ce qui nous fait à tous ici une bien jolie jambe. Alors depuis 23 ans, beaucoup de choses ont changé. Le mur de Berlin est tombé, on se demande bien comment. Et la France a gagné la Coupe du Monde. Non, c'est l'inverse. Le mur de Berlin est tombé et la France a gagné la Coupe du Monde. On se demande bien comment. Ouais, voilà, sinon c'est un peu bizarre. Ah, ça, le vocabulaire, hein, c'est comme le tiercé. Hein, dans le désordre, c'est beaucoup moins intéressant. Alors, j'ai imaginé les retrouvailles entre Miu Miu et Michel Blanc, 23 ans après Tenue de soirée. Salut Michel, c'est Miu Miu. Oh, Miu Miu, comment ça va depuis le temps? Bah bien, je te remercie. Et toi, quoi de neuf? Bah pas grand-chose, la routine. Ah si, j'ai Internet. Oui, moi aussi, j'ai pris un abonnement. Oh, c'est formidable, Internet. Bon, ça, c'est les retrouvailles telles que je les ai imaginées, mais enfin, il y a quand même fort à parier pour que ça soit passé autrement. Il manque une chute, Stéphane, je vous en prie, reprenez. C'était Ben. Ah là là. On est vraiment dans un ailleurs, là. Internet, Oui, toi, oui, t'as non, Internet, C'est Miu? du direct. Oui, mais je m'en sers. Voilà. Vous en Elle a savez Internet, mais elle s'en sert pas. Non, mais je vais... Miu Miu, on vous ressort, j'imagine, souvent tous ces films-là qui sont, on va dire, la première partie de votre carrière, sans vous offenser. Mais moi, je trouve que vous faites une belle deuxième mi-temps. On vous a vu Il y a prolongation. Non, c'est pas des prolongations, justement. C'est une autre carrière, moi, j'ai l'impression. Je vous ai adoré dans des films comme Riviera ou dans Avril. Enfin, c'est Un des premiers films, oui. Ouais, je sais pas, des rôles de... justement radicalement différents de ce que vous inspiriez aux réalisateurs auparavant. Et donc, du coup, ça vous permet de faire une autre carrière, je trouve. Non? Oui, mais ça va aussi avec... L'âge. Bah oui, parce qu'on n'inspire pas les mêmes choses à 23 ans. Toutes les comédiennes n'acceptent pas. Bah on est bien obligés. Comment voulez-vous faire? Je sais pas. Si, moi je trouve ça très très bien. Même je trouve quand on nous dit maintenant avec tous les films que vous avez fait le tour, mais pas du tout justement parce qu'il y a des films. Je suis encore trop jeune pour avoir certains rôles. Heureusement, et je suis beaucoup trop vieille pour refaire ce que j'ai déjà fait. Donc je trouve ça passionnant. Enfin bien quoi. Est-ce que c'est vrai que la comédie, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire? Oh, franchement, ça dépend aussi, je pense. Et si oui, pourquoi? Non, mais parce que je m'étonne. La dame te dit que c'est un poncif, alors non, t'enfonces ici, pas, mais Charlotte. Je m'étonne. C'est vrai, à chaque fois, on voit souvent des comédies françaises avec une belle distribution, puis souvent ça tombe à plat. Celle-là, Pas non. seulement françaises, Mais il y je a... peux vous citer des comédies américaines. Mais il y a avec une aussi, belle en ce moment, il y a 2 comédies américaines très intéressantes. Il y a City Island, qui est génial, avec Andy Garcia, qui sort dans 15 jours. Et puis, plus grand public, mais réussi aussi, Pas si simple, de Nancy Meyers. Cette comédie française, Une petite zone de turbulence, est très réussie. Mais souvent, la comédie française, elle est un peu en retard. Parce que vous voyez pas les mauvaises étrangères. Non, est-ce que c'est parce que tout est affaire de rythme et que c'est compliqué et que donc tout le monde se oui, c'est compliqué, c'est affaire de rythme, mais on peut rater autant un drame qu'une comédie. La différence, c'est que vous êtes dans une salle, vous allez voir un drame, à l'oreille, vous entendez pas si c'est raté ou pas. Alors que quand vous allez écouter une comédie en salle, si les gens ne rient pas, il n'y a rien d'autre. C'est vrai qu'un drame chiant, on peut même se dire, tiens, c'était quand même un joli film. Ah bah j'en ai, il y a même des journaux qui leur mettent 3 étoiles. Bien sûr, ouais. On peut pleurer d'ennui, rarement rire. Si, ça peut arriver des fois. C'est tellement naze qu'on peut rire. Si, il y a mais c'est vrai qu'on a... Pensez à quoi? Moi, je rejoins votre avis. Je trouve qu'on a de plus en plus de comédies mal écrites. Ah, en merci. France. Et c'est un peu le nerf de la guerre. C'est pour ça que cette comédie-là est très très bonne, parce qu'elle est très bien écrite. Et on le sait, Michel écrit très bien. Et il y a pas mal de comédies aujourd'hui en France qui sont des concepts. Il n'y a rien de pire pour un film que de faire un concept. C'est-à-dire, on va faire un film sur un sujet, on va étirer le truc jusqu'au bout. Et du coup, c'est plus des films, c'est des sortes d'attractions. C'est ce qu'on appelle des films comme de un pitch. parc d'attractions, quoi. Ouais. C'est des films de pitch, ça tient. Donc ça tient sur le pitch, donc Ça tient sur 20-25 un minutes, pitch, mais étiré sur 1h40. Et c'est marrant le temps du générique, et après on se fait chier. Voilà. C'est pas... Albert voulait ajouter quelque chose, vous voyez. Albert, alors? Non, je pensais à Desange qui va venir tout à l'heure. Non, il pense exactement comme moi. Non, mais je suis d'accord avec Charlotte. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, apparemment, la question est impulsive, mais il faut oser la poser parce qu'elle se pose tout le temps. Il y a tellement de comédies qui sont très très moyennes, en France et aux États-Unis certainement, et que la question mérite d'être posée. Et la réponse, c'est aussi la qualité de l'écriture, c'est certainement le travail sur le scénario, le travail préalable. Et il est dommage que parfois, c'est vrai que certains producteurs, on a une idée, on cherche un film sur tel thème. Alors, c'est complètement arbitraire. Et on construit une histoire qui n'est plus tellement nourrie d'humanité, parce que on est dans le truc. Et moi je trouve aussi, moi je trouve aussi que dans cette comédie,
ça suffit pas de faire rire, il faut aussi une très belle mise en scène. Oui, moi, je bien trouve sûr, que la Alfred réalisation, a fait bien des sûr. plans. C'est une mise en scène pour moi très très classieuse, très élégante, avec une recherche sur la lumière, sur le rythme. Enfin, j'ai trouvé ça. Je trouve que heureusement qu'il était là, quoi. Alfred. Enfin, bien sûr, voilà, on est il pas- faut tout dans tous les éléments. On n'est clairement pas dans un téléfilm comme ça peut être le cas. Ah oui, dans pas du tout. certaines Ça comédies. suffit pas. Je dirais que rien ne suffit. Mais sur la Parce que le difficulté rythme, de la c'est comédie, l'écriture et c'est la réalisation, évidemment. sur la comédie, il y a un élément quand même qui est quand même profondément lié à la comédie et qui peut être défaillant dans un drame et faire que malgré tout le drame sera intéressant et passera quand même. C'est le rythme. Dans la comédie, si vous n'avez pas les répliques, si elles n'arrivent pas, mais au centième de seconde, au moment où il faut, ça ne marche pas. Ouais. C'est une science exacte. C'est comme la pâtisserie et la cuisine salée. Et il faut qu'elles viennent dans l'action, les répliques. Oui, qu'elles soient mais il pas faut qu'elles au soient. chausse-pied. Il faut la qu'elles- balancer au bon moment. Il faut oui. que ce soit. Il faut que le rythme du montage soit parfait. Sinon, le truc est drôle. Il a été joué très drôlement. Il a été très bien filmé. Au montage, on a mis 3 images de trop avant. Ça fait pas rire. Ouais, ouais. Et Alors que vous aurez quand même l'émotion à 3 images près dans un drame. Moi, Ça, je vais c'est demander un- juste à Michel, vous êtes également réalisateur sur ce film, vous êtes adaptateur et acteur, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous êtes tenté sur le plateau, est-ce que vous avez été tenté d'intervenir, de vous mêler de la mise en scène? Parce que pour Alfred Lotte, ça n'a pas dû être... Non, pour 2 raisons. D'abord parce que c'était pas nécessaire, il faisait très bien ce qu'il faisait. Et deuxièmement parce que par principe, je trouve que les acteurs qui se mêlent de la mise en scène sont des douleurs dans le cul, comme disent les Américains. Donc j'essaie de pas l'être. Et je me suis mêlé 1 ou 2 fois des dialogues, parce que ça c'était mon boulot. 1 ou 2 fois, en entendant mes partenaires dire un truc, je me disais merde, ça je l'ai pas assez bien écrit, j'ai une meilleure formulation. Donc j'allais dire à Alfred, est-ce que tu crois qu'on peut lui proposer ça? Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que ça sonne mieux, mais c'est les seules choses sur lesquelles j'ai... Mais encore 2-3 fois, pas plus. Excusez-moi, une question qu'on a dû peut-être déjà vous demander, mais comment on passe de Sylvette Herry, qui est votre nom de baptême, à Miu Miu? Par Coluche. Ah, c'est Coluche, d'accord, je savais Faut pas. passer par Coluche. Et alors les intimes, ils vous appellent comment, Miu Miu? Ils vous appellent Miu. Miu, ils vous appellent comment les intimes? Enfin, vos proches. Miu. Miu. Nous... Intéressant. Bah, si, on saura tout. Mais On la saura France tout. entière maintenant est en train d'apprendre quelque chose. Nous recevons maintenant la chanteuse Marie Espinosa. Cette jeune artiste a été également actrice pour Alain Robbe-Grillet et Emir Kusturica, enregistrée suite à une rupture sentimentale. Son premier album, La Démarrante, raconte en 11 tableaux ses coups de foudre, ses courses aux auditions, tous ses rêves, tous les rêves d'une jeune chanteuse. Ça commence sur un coup de blues et ça finit dans un éclat de rire. Elle sera en concert le 18 février à l'Archipel à Paris. Et elle vient nous interpréter en compagnie de Philippe ce matin, dans le Fou des Rois, une chanson qui s'intitule « L'âge des possibles ». Merci d'accueillir Marie Espinosa. On déroule les jeunesses, mais c'est l'embouteillage, mais mes feux de détresse. Pour sortir de mon âge, je veux pas qu'on me laisse sur une voie de garage. La vie passe en vitesse et t'encaisse pour finir à la casse. À la casse. Embourbé dans ce guépier, au carrefour de la chance, je lance les dés. Je fonce, après je pense, je me défonce, je me démène, sans savoir où ça mène, sans savoir où je m'enfonce. Je suis toujours à la traîne, à la traîne. C'est l'âge des possibles, j'en gravirai des cimes, cœur vaillant, invincible. Et même si je m'abîme, si j'y laisse des plumes, je décrocherai la lune. La lune. Embourbé dans ce guépier, au carrefour de la chance, je lance les dés. Je fonce, après je pense, je me défonce, je me démène, sans savoir où ça mène, sans savoir où je m'enfonce. Je suis toujours à la traîne. À la traîne. La valeur n'attend pas le nombre des années. Pourtant moi, j'attends là, sans me faire remarquer. Devant moi, je ne vois que des portes fermées et mes rêves sans emploi. Ils me servent à quoi? À quoi? C'est l'âge des possibles, j'en gravirai des cimes, cœur vaillant,
invincible. Et même si je m'abîme, si j'y laisse les plumes, je décrocherai la lune. La lune. Et je lutte et je chute, je marche et j'en crève quand je manque le but. Je tombe, je me relève, je ne sais pas le comment, du pourquoi. J'ai la vie devant moi. Devant moi. Ignorance, impuissance, espoir fou et détresse, et aussi l'arrogance, la force, la faiblesse. Arrêtez vos romans sur la belle jeunesse. Si vous l'aimez tellement, eh bien je vous la laisse. Eh bien je vous la laisse. Merci beaucoup. Merci Marie Espinosa, très belle chanson. Et merci à Philippe également. Je vous rappelle le titre de son premier album, La Démarrante, sorti hier. Elle sera en concert le 18 février à l'Archipel à Paris et à partir du 7 mars en première partie de la tournée de Florent Pagny. Toutes les dates sont sur son site www.myspace.com/Marie Espinosa ou sur le site du Fou du Roi sur franceinter.com. Nous sommes toujours avec Miu Miu et avec Michel Blanc. On va devoir se séparer là, laisser partir Gilles Lelouch, qui est également dans le film. Merci Gilles d'être venu ce matin. Et puis bonne chance pour demain. Oui. Et nous accueillons maintenant Jacques Destange. Merci Gilles. Bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année Jacques. Bonne année. Ah, on sent l'homme. Alors vous, retraite heureuse. Là, pour le coup, c'est la retraite heureuse. Ça se voit. Ça se voit. Vous êtes, vous avez très bonne mine, d'abord. Je rentre de vacances. Ah bah oui, enfin. Vous avez de la chance. Voilà, des lunettes rouges. Monsieur Destange, j'ai juste une question. Est-ce que vous pourriez nous rendre un service avant qu'on commence la promo de votre livre? Comment on pourrait faire sortir Berne de cette tragédie capillaire? Parce que ça fait une trentaine d'années que ça dure. Vous êtes un spécialiste, un professionnel. On peut pas faire quelque chose pour lui? Non. Pour Stéphane Bern. Ses cheveux. Allô, il y a quelqu'un? Il en reste quoi? Non, je réfléchis, mais je vois pas. Je savais pas comment interpréter ce silence. Situation désespérée. Alors Jacques Destange, vous publiez 70 000 femmes par jour, votre biographie chez Jean-Claude Goswitz. La première chose qui frappe dans votre livre, c'est que vous voulez d'abord réhabiliter la coiffure. On a le sentiment que, selon vous, c'est un métier qui est mal aimé, enfin, qui a mauvaise réputation, qui n'est pas reconnu, voilà. Non, maintenant. c'est pas tout à fait ça, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Car nous jouons un rôle, messieurs, je m'adresse surtout à vous, messieurs, plus important que vous ne l'imaginez. Car non seulement, d'abord c'est un beau métier, c'est ce que je veux faire savoir, qui est mal connu par la beauté de son travail, la qualité les relations que nous avons avec nos clientes. Et puis, d'abord, il n'y a pas de chômage dans ce métier. Il n'y a pas de crise en ce moment. Tous les salons de coiffure sont pleins. Ouais. C'est le meilleur ami de la femme, le coiffeur. À ce propos, vous dites... Et nous manquons de bras actuellement. Mais vous dites que ça n'a jamais connu la crise, la coiffure, et vous dites... c'est dans les temps de crise que le luxe se porte le mieux, et vous ajoutez, durant l'occupation, les coiffeurs ont gagné beaucoup d'argent. Mais à la Libération aussi, je crois. Il y a un mot que je n'ai pas compris. Vous avez dit que durant l'occupation... les coiffeurs ont gagné beaucoup d'argent. Et je disais qu'il y a la Libération aussi, mais peut-être dans d'autres circonstances. Oui, il a fallu. Mais d'ailleurs, il y a eu un épisode assez tragique à la Libération, monsieur Destange. Vous avez été contraint de... Je voulais dire par là que pendant la guerre, les femmes allaient chez le coiffeur. Oui. Ils n'ont jamais arrêté d'y aller. Quelques coiffeurs célèbres, après la guerre, les noms de celui qui fut mon maître, Louis Gervais, Guillaume et tous ces coiffeurs-là, ont gagné beaucoup d'argent pendant la guerre. Les femmes allaient se faire coiffer. Quand sans humour, quand on regarde votre parcours, Jacques Destange, on est impressionné. Vous avez quand même la volonté de réussir. C'est ce qui vous a, ça vous a motivé quand même le goût de tout le monde, comme bien vous sûr, sûrement. Mais, certainement, mais enfin évidemment je coiffe moins. D'abord je m'exercerai pas à coiffer. C'est vrai que c'est vrai que 70 000, c'est une belle réussite. Énorme,
industriel aussi, parce qu'il y a des salons Jacques Desange qui ont vous avez essaimé partout. 2500, c'est ça? Oui. Non, 1200. 1200, ah bah, j'étais pas... non, mais c'est énorme. Est-ce que vous êtes l'archétype de l'homme qui s'est fait tout seul, vous êtes parti de pas grand-chose, même si vous avez été un petit peu aidé par vos parents à vos débuts, mais vous vous êtes débrouillé tout seul comme un grand et vous avez fondé un empire. C'est quand même ça qu'il faut... Mais ça tenait qu'un cheveu. Comme moi, c'est la question que je me pose, parce que c'est vrai que pour les gens, Desange, quand on dit Desange, souvent c'est le blond. C'est le blond, c'est la signature de Desange, c'est ce fameux blond un peu californien. C'est le coiffé décoiffé. Non, ça c'était mais c'est dans les années 50. Maintenant, il y a plein d'autres coiffeurs qui font le coiffé décoiffé. Stéphane. Alors racontez-nous, Miu. Ah, c'est marqué ici. Ah oui. Le blond. Qu'est-ce que le blond, oui. Le blond et le coiffé décoiffé. Oui, mais le coiffé décoiffé, Stéphane, c'était dans les années 50. Maintenant, il y a d'autres coiffeurs qui le font. Mais c'est quoi le coiffé décoiffé? Excusez-moi, par moi le matin. Vous êtes coiffé, mais ça a l'air décoiffé. Ça a l'air naturel. Regardez Miu, voilà. C'est 3 heures de boulot et voilà ce que ça donne. Le blond de Desange, c'est un joli blond. Moi, vous avez lu mon livre. Oui, cette fascination pour les blondes, parce qu'on coiffe des brunes chez Desange, mais vous êtes surtout réputé pour le blond. Ça vous vient d'où la fascination pour les blondes? J'explique pourquoi. Parce que d'abord, Desange, comme tous les coiffeurs, nous coiffons toutes les femmes, pas seulement les blondes. Mais nous photographions davantage les blondes parce que les photos des blondes sont plus photogéniques que les photos des brunes. C'est la cause. Moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'est que votre parcours de vie et votre personnalité correspondent pas trop à un cliché qui a un peu la vie dure sur la petite chose homosexuelle que seraient les coiffeurs. Vous êtes un type assez structuré qui a fait une carrière incroyable. Ça veut dire que les coiffeurs homosexuels sont pas structurés? Non, c'est pas ça, mais... Je connais pas John Nollet. Ce qui distingue surtout, outre ses talents artistiques, Monsieur, je comprends mal ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est votre... Il y a quelque chose que je comprends mal. Oui, il faudrait peut-être monter le son. En gros, ce que je voulais dire... Voilà ce qu'il voulait dire. Pose une question claire et parle fort. En gros, ce que je voulais dire, c'est que vous avez eu le sens du business. Oui. Vous avez senti très tôt. On se comprend pas, ça se trouve, on arrête de se parler, Jacques, en fait. Ça commençait pas du tout pareil, votre question. Vous vouliez savoir si vous étiez un homme structuré. Non, je ne sais, je crois que... j'entends bien en général, mais il y a des mots que je ne comprends pas lorsque vous les prononcez. Il y a certainement un que je n'ai pas compris, puisque ça vous fait rire. Vous inquiétez pas, nous non plus. Moi, il y en a un que j'ai bien compris dans le livre. Le sens des affaires, si vous préférez. Le sens des affaires. Laissez parler Charlotte. Le sens des affaires. Un truc cul, moi. Laissez parler Charlotte, elle a compris quelque chose. J'ai été obligé, petit à petit, à apprendre certaines choses, mais j'ai eu surtout la chance d'avoir de très bons collaborateurs et très bons associés. Voilà. Très bien. Vous aimez la chasse, Monsieur Desange, on le découvre dans le livre, mais vous avez eu un tableau de chasse hallucinant. Vous étiez très porté sur la chose, vous vous êtes calmé, vous dites. Alors, dès l'âge de 13 ans, vous étiez déjà un grand coureur et vous pratiquiez avec sans ménagement le coitus interruptus, ce qui a permis J'ai continué. Voilà. Non, mais donc. Alors finalement, les blondes, vous les comprenez mieux que moi, en fait. Il faut que il l'a dit. Je le rappelle, c'est pas un livre sur la coiffure uniquement. Non, mais on pourrait résumer. Oui. Vous évoquez à un moment Eddie Barclay qui a inventé la boule sur billard au King Club, avec qui vous avez joué. Et on peut dire que vous êtes le Eddie Barclay de la coiffure, parce que vous dites par exemple, il est dit ici par exemple, lorsqu'il fait le bilan de ses compagnonnages, il revoit avec plaisir les visages d'Yvonne, de Muriel, de Josiane, de Flora, d'Audrey, de Caroline, de Valérie, d'Elena. Elles ont précédé Sally et sont toutes restées des amies. Donc vous étiez le Eddie Barclay du cheveu, du salon de coiffure, on peut le dire. C'est vous qui le dites, moi je ne le dis pas comme ça. En tout cas, je reconnais que j'ai eu beaucoup d'aventures puisque j'ai été marié très peu de temps avec ma première femme et j'ai retrouvé ma vie de célibataire très jeune et que c'est sûr que, parce que j'étais sympathique, j'ai jamais été un beau gosse, mais on peut séduire les femmes sans être spécialement beau, il suffit d'être aimable. Et le salon de coiffure, ça aide. Donc aussi, peut-être. Ça aide, parce qu'elles rentrent chez vous déjà. Non, mais elles ont fait le premier pas. Et puis il y a les mannequins aussi qui sont plus accessibles sans doute lorsqu'on les coiffe. Elles vous offrent leur tête. Sûrement. Et alors, vous avez une autre grande passion, c'est la peinture. J'ai lu un article dans l'IB, une journaliste est venue vous interviewer chez vous, avenue Foch. Et donc, en arrivant, elle dit « Oh tiens, j'ai cru reconnaître deux Basquiat ». Et en fait, votre truc à vous, c'est la copie. Vous êtes très fort là-dedans et vous avez plus d'eux, c'est ce que vous dites, 500 tableaux. Je n'ai pas honte de reconnaître que je copie un peu. J'ai copié... Il est plus facile de copier Basquiat que de Lacroix ou Goya, quand même. Hein, c'est plus, mais donc c'est énorme, vous avez plus de 500 tableaux à la manière de...
Oui, j'ai été... quand on aime peindre, je peins que je suis enfant. J'ai commencé par peindre les étangs Sologno, ensuite de très beaux paysages en Afrique que j'adore. Et puis, depuis que je peins, j'ai eu ma période Nicolas de Staël, j'ai eu, je sais pas, tous... Les Russes, même. Et puis les peintres russes début siècle que j'aime beaucoup. Est-ce que vous récupériez les cheveux pour faire des pinceaux, des poils On pourrait. Il est con celui-là. Ah si? Non, moi je disais que des pellicules... Non, je peux pas dire une chose aussi affreuse. Non, ne le dites pas, je vous en prie. Je veux dire que des pellicules au croûte, il n'y a qu'un pas. Non. En fait, vous avez pris exemple sur votre papa. C'est votre papa qui vous a beaucoup poussé. Il avait lui-même un salon de coiffure. Il a eu de la chance, il a gagné au jeu l'équivalent de 150 000 € à l'époque. Oui. Et donc, ça lui a permis d'acheter sa maison. Sa maison, un café, un salon de coiffure et une belle voiture, une vieille Citroën Trèfle. Absolument. Que vous avez conservée, puisque vous faites collection de voitures. Vous n'avez pas la vie difficile, mais en même temps, vous avez travaillé dur. Donc... c'est pas choquant, si. Et ce qui est déterminant dans votre parcours, je reviens à ça, au sens des affaires, c'est que vous avez créé à votre insu le principe... Plus clairement, s'il te plaît. Le principe de la franchise. Hein? Non, on dit comment quand on est bien élevé. Vous avez été le premier à créer la franchise. Oui. La franchise. Et monsieur, d'abord, je ne sais pas qui est ce monsieur. Il s'appelle Alexis Trégaro. Nous n'avons pas été présentés. Je suis désolé. Pour moi que je sache que vous êtes, car je ne comprends pas ce que vous dites. Mais non plus, les Aldrans. Il est rentré là, c'est seulement très drôle puisque vous faites rire l'assistant. C'est un correspondant albanais. Est-ce que j'ai le droit d'exister, monsieur Dessin? Doucement. Bon, écoutez, on vous poserez des questions quand on vous le demandera. T'as ton permis de séjour? C'est intéressant ce que dit Alexis parce qu'il... Vous voyez que vous avez tous tendance, messieurs, surtout à vous moquer de ma profession. Pas du tout. Les femmes sont plus respectueuses. C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison, Jacques. Alors, Charlotte, il faut vous dire... Mais comment ça, c'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Je me moque pas de toi. Parce que vous avez vu, ils ont commencé par vous s'attaquer à ma coiffure. Ce qui est quand même très bas. Mais Charlotte... On pourrait s'attaquer à la leur. Absolument. Oh, pas à la mienne, vous aurez vu, madame. J'adore. Alors, Charlotte. Alexis soulevait un point important. Merci. Il disait que vous aviez été le premier à vous frotter au principe de la franchise. La franchise, 200, c'est des franchises aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors? Il y en a 1200. Et sur les 1200, il y en a une dizaine qui m'appartiennent ou qui m'appartenaient puisque j'ai vendu récemment. Mais donc vous dites, il y a une unité, il y a une famille. Vous parlez de Myriam, cette ancienne employée de 60 ans de maison, qui lorsqu'elle est partie, vous lui avez rendu un vibrant hommage avec des grandes personnalités comme Dassault et compagnie qui lui ont lu des discours et vous dites, des poèmes, c'est une grande famille, la famille de Sanche. Écoutez, moi j'ai lu le bouquin, merde, à la fin, Mais vous avez bien raison, voilà. ne vous justifiez pas. Et puis moi je trouve que c'est important, le coiffeur c'est le meilleur ami de la femme. Oui, avec le marchand de chaussures aussi. Avec le chien. Avec le marchand de chaussures, le coiffeur est le meilleur ami de la femme. Jacques de Sange-Almo, quand vous avez vendu pour prendre votre retraite, est-ce que vous l'avez fait par choix délibéré ou parce que il y a un moment il faut pour la partir. thune. Je méritais bien, quand j'ai vendu il y a déjà 2 ans, à 82 ans, de me reposer un peu. Mais j'ai aussi vendu parce que j'avais 2 partenaires qui m'ont beaucoup aidé, Michel Comte et Michel Covin, qui à 65 ans voulaient prendre leur retraite et qui méritaient aussi, parce qu'ils ont bien travaillé, de se reposer un peu. Mais vous avez une retraite très active. En tout cas, c'est passionnant et c'est vrai que ça réhabilite la coiffure. En tout cas, votre nom est partout sur les salons. Donc votre nom est... Il le restera encore longtemps, même après moi, car une marque de coiffure, c'est indestructible. Regardez Alexandre et Carita qui sont morts depuis 20 ans, leur marque existe. David a vendu à un groupe américain il y a 20 ans, qui a été revendu à un autre groupe encore depuis quelque temps. Mais le nom les reste, salons le nom marchent reste. très bien. Merci Jacques de Sange. Je renvoie à la lecture de votre livre, 70 000 femmes par jour. C'est pas celle qu'il a conquise, mais c'est celle qu'il a coiffée, ou dans ses salons en tout cas. Voilà. Sa biographie est publiée chez Jean-Claude Goswitz. Écrite par surtout Daniel. Avec Geneviève Moll. C'est très honnête de votre part. Qui a raconté mon histoire. Mais vous lui avez raconté. Qui a beaucoup de talent voilà. et qui a écrit déjà les biographies de Mitterrand. Absolument, elle est une grande rédactrice. Merci. Si l'histoire est intéressante, c'est à elle que je le dois. Mais merci, votre histoire est intéressante. Merci Jacques de Sange. On se retrouve dans un instant avec Michel Blanc et Miu pour continuer à parler d'une petite zone de turbulence. Ça sort demain sur les écrans. Le film d'Alfred Lot avec Mélanie Lot. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Lot, il y a un thé. Le Lot et Garonne, Alfred Lot. C'est David Lot qui vient tout à l'heure. Le fou
Le Fou du Roi est de retour et avec nous Michel Blanc et Miu Miu. On est heureux de retrouver ensemble. 23 ans après tenue de soirée, ils sont à l'affiche d'une petite zone de turbulence, une très jolie comédie bien écrite d'Alfred Lotte. Je vais y arriver, j'ai un problème avec les noms propres. Mais en même temps, on dit il a gagné le gros lot, Stéphane, pas le gros lot. C'est une langue compliquée. Hein. C'est une langue. Et puis, c'est vrai que les noms propres, on prononce son nom comme on les. Oui, surtout dans le Lot, il a gagné le gros lot. Voilà. Le Lot et Garonne. Oui, le Lot et Garonne. Un joli petit Lot. Moi, j'aurais dit Lot. Vous auriez dit comment, vous? L'eau, bah oui, comme David vous. En tout cas, c'est une très jolie comédie. Vraiment. Hein, une comédie où on rit, donc c'est déjà. Oui, voilà, où on bravo. rit. Moi, j'ai quand même pleuré. Enfin, j'ai été ému aussi. Oui. Non mais vous laissez pas avoir par le côté encore une comédie chorale Sociale, française, une comédie. ouais. C'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est drôle. Faut dire Michel Blanc qui fait les dialogues et non, c'est gentil. Non, c'est vrai, c'est toujours c'est un peu subtil quoi. Donc c'est gentil. Voilà. C'est l'inverse d'une famille formidable. Je sais qu'hier soir ils étaient 8,5 millions à regarder cette grâce merde. à vous, vous avez incité, vous avez parce que je crois que les gens s'en prennent à vous. Regardez Jacques Desange, il comprend pas quand vous parlez. Non mais c'est les gens ne comprennent pas quand il dit du mal. C'est ça. Ils pensent que c'est une incitation. C'est une incitation. Avec nous, justement, notre anglais là qui est en train de finir sa chronique. Voici David Lowe. Démarrer. Daniel Morin. Vous avez donc reconnu la douce voix d'Alexis Trégaro, Charlotte Bouteloup, Albert Algou, au piano Franck Gélibert. Et notre camarade se prépare. Voici Didier Porte. Mademoiselle Miu, Monsieur Blanc, enchanté. Je ne voudrais pas vous casser le moral, mais l'honnêteté m'oblige à vous le révéler. Vous faites un peu office de caution culturelle de l'émission ce matin, mais aux yeux de Stéphane, le vrai invité, le seul qui comptait, c'était Monsieur Desange. Oh non. Le capiliculteur à succès. Le Mozart de la mini-vague, le Léonard de Vinci du fer à friser, c'est lui la star. Vous êtes des éléments de décor. Je le soupçonne même de vous avoir fait venir, mon cher Michel, uniquement pour jouer sur l'effet de contraste entre votre coupe de cheveux et la sienne. Hein, ah bah oui, c'est que Stéphane a de gros besoins dans ce domaine. Et inviter Monsieur Desange juste avant le pic d'audience de 12h05, c'est la garantie d'avoir séchoir ouvert pendant toute l'année dans les multiples salons de l'intéressé. Ce n'est pas un hasard, ma chère Miu et mon cher Michel, si à votre arrivée, on vous a fait patienter dans la loge Tirana, celle avec du café à la chicorée, du jus d'orange en poudre et des petits beurres datant de la présidence Cavada. C'est vrai. Et surtout les fameuses toilettes à la turque datant, elle, de la présidence Jacqueline Baudrier. Alors que Monsieur Desange, fournisseur officiel du Fou du Roi en bigoudi, lui a eu droit à la loge Jean-Luc S, avec jacuzzi au Dom Pérignon, cave à Monte Cristo et masseuse balinaise polyglotte. Attention, je vous parle de la Rolls du bigoudi, hein, le modèle Prince Albert, le premier prototype de bigoudi auto-nettoyant à pyrolyse, mis au point spécialement pour Stéphane. Bon, ça ne veut pas dire que ce dernier n'est pas content de vous avoir autour de la table, mais il s'en fout. Hein. Vous pourriez être Gérard Jugnot et Anémone, ou Balasco et l'Ermite, il vous dirait exactement la même chose. Faut dire que je les aime tous. C'est compréhensible, à force de recevoir des stars du cinéma et de la chanson tous les jours, pendant des années, on finit par se lasser et par les confondre les uns avec les autres. Par exemple, hier, nous recevions le comédien Bernard Lecoq. Eh bien, pendant toute l'émission, j'ai pu lire dans les yeux de Stéphane la muette interrogation suivante. Mais qu'est-ce qu'il attend pour nous faire une imitation de Chirac, ce con-là? J'aurais mieux fait d'inviter Laurent Gérard. Il croyait que c'était Yves Lecoq. Pire que ça, l'autre jour, on recevait Michel Piccoli. Et en arrivant, j'ai discrètement jeté un coup d'œil sur la feuille de questions que Stéphane avait préparée. Et dans la liste, il y avait celle-ci. Est-ce que vous avez gardé un bon souvenir des tournages de la série des Gendarmes avec De Funès? Heureusement qu'il n'a pas eu le temps de la poser. Hein. Il avait confondu Michel Piccoli avec Michel Galabru. Vous imaginez? Bon, la seule qu'il ne confond jamais avec personne d'autre quand on la reçoit, c'est Nana Mouskouri. Là, il n'y a aucun risque, hein. La mémoire du corps est la plus forte. Prenez Gilles Lelouch qui vous a accompagné tout à l'heure et qui est au générique d'environ un film français sur deux qui sortent depuis 1 an ou 2 en France. Donc, eh bien, Stéphane ne savait absolument pas qui c'était. Oh, si. Quand il l'a vu avec vous tout à l'heure, il a demandé à son assistant « Mais où est le chien ?» Godéric lui a répondu « Mais quel chien ?» Et Stéphane de répliquer avec une certaine impatience « Bah, s'ils sont venus avec leur toiletteur, c'est bien qu'ils ont amené le chien. » Faut pas lui en vouloir, il est un peu obsessionnel sur la question en ce moment.
Bon, sinon, j'espère que vous avez tous regardé la messe d'enterrement de Philippe Séguin aux Invalides, retransmise en direct sur France 2 hier après-midi, à peu près à l'heure à laquelle Stéphane va bientôt animer son émission quotidienne. Hein, c'est une façon de vous chauffer votre public, c'est cool. Au cours de cette cérémonie, il s'est passé quelque chose de très important qui a été complètement occulté par la totalité des journalistes qui ont couvert l'événement, dont ceux de France Inter, ce qui prouve définitivement que notre station est désormais totalement asservie aux forces Frédéric Lefebvriste, soumises et tremblantes sous la botte sarkozyste. La preuve, d'ailleurs, nous recevons Patrick Balkany après-demain. Hein, bon, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas regardé la retransmission de la cérémonie. Mon affection pour Philippe Séguin avait quand même des limites. En plus, j'ai pour règle de ne regarder à la télé que les enterrements commentés par Stéphane Bern, qui sait mettre de la bonne humeur dans l'exercice, notamment en révélant volontiers aux téléspectateurs les particularismes anatomiques ou les déviations sexuelles du ou de la défunte. Mais, par exemple, je ne regarde jamais les enterrements sur TF1 avec Jean-Claude Narcy au micro, commenté par lui, je trouve ça redondant. Bref, je n'ai pas regardé la cérémonie, mais j'en ai trouvé un extrait sur le blog de Samuel Gontier, journaliste à Télérama, Dieu et son âme. Et dans cet extrait, on voit et on entend distinctement le président de la République déclarer ceci: « J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Amen. » Vous conviendrez avec moi qu'un tel aveu, prononcé avec une extrême solennité devant des millions de téléspectateurs, justifie amplement qu'une demande de destitution soit immédiatement formulée à l'encontre de cet odieux personnage. Naturellement, pinailleur comme vous êtes, vous allez me dire « Oui, mais Didier, tu oublies un détail. La voix qui prononce cette phrase, effectivement compromettante, n'est pas celle du chef de l'État, mais celle du curé qui dit la messe, mais n'apparaît pas à l'écran dans la séquence. » Je vous arrête tout de suite, d'accord, c'est le curé qui parle, mais je ne suis pas aveugle et pendant qu'il parle, le président de la République remue les lèvres de manière parfaitement synchronisée, un peu comme les joueurs de l'équipe de France de foot le font quand ils entendent la Marseillaise. C'est bien la preuve qu'il reprend à son compte les mots de la phrase incriminée « J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Amen ». Au nom de toute l'équipe du Fou du Roi, du public du Studio 106 et de nos invités, j'exige donc que cet aigrefin, menteur comme un arracheur de dents, soit immédiatement déchu de ses droits en tant que président et même excommunié dans la foulée pour lui apprendre à faire croire qu'il est capable de réciter son mea culpa de mémoire alors qu'il n'a pas reposé une talonnette dans une église depuis la messe de mariage de Jacques Martin avec Cécilia, cérémonie au cours de laquelle il est avéré qu'il ne s'est pas comporté comme un enfant de cœur. Amen et à demain. Ah là là. Vous feriez bien de faire votre acte de contrition à vous aussi, Didier. Il vous sera beaucoup pardonné. Nous poursuivons en musique. Ah, Tatiana. Ah oui, c'est vrai. C'est la Sainte Tatiana. Elle est belle, hein, Tatiana. C'est vrai, c'est votre fête, Tatiana. Ça va l'être entièrement ce matin. Alors, nous retrouvons donc Tatiana et le groupe Oku pour une reprise d'une chanson de Jimi Hendrix intitulée Crosstown Traffic. Et ils sont accompagnés par Franck Gélibert au piano.
Merci au groupe Oku. Merci à Franck Gilbert. Je vous rappelle une dernière fois le titre de leur premier album, Serpentine. Et ils seront en concert le 21 janvier à Terreville, le 27 à Angers, le 28 à Châtenay-Malabry, le 4 février à Nantes, le 12 février à Sannois, le 13 mars à la Maroquinerie à Paris. Toutes les autres dates sont sur leur site www.okumusic.com, sur le site du Fou du Roi, sur franceinter.com. On donnera aussi nos dates de tournée parce que nous serons le 29 janvier à Nantes pour la folle journée de Nantes. J'en profite puisqu'on est avec Miu Miu et Michel Blanc pour le film Une petite zone de turbulence d'Alfred Lotte, pour rappeler que toute l'équipe du film est l'invitée ce soir de l'émission de notre amie Sophie Davant, bien sûr, en prime sur France 2. Ça s'appelle Toutes les images de notre vie. Vous avez participé. Il y a également Gilles Lelouch et Mélanie Doutet. Et Jacques Desange. Non, C'est bon, ça. Voilà. Michel, Mais peut-être qu'il coiffera Sophie Davant. Est-ce que vous êtes toujours passionné de musique classique et d'art lyrique? Vous étiez même essayé à faire le chef d'orchestre parfois, je crois. Ah non, mais ça c'est à titre purement, enfin planqué quoi. D'accord. Fallait pas le dire. J'adorerais ça, mais j'adorerais. C'est ce que je disais dans une interview. Dans le genre de rôle dont je rêverais, le rôle de chef d'orchestre me plairait beaucoup pour une raison, c'est que ça me donnerait à la fois un alibi et puis les moyens de travailler un petit peu avec un chef pendant 3-4 mois. Comme De Funès dans La Grande Vadrouille. Ouais. Pour qui ça va être une expérience extraordinaire. Ouais, non, mais Comme Albert Dupontel dans Fauteuil d'orchestre. Pourquoi vous écrivez pas un rôle qui le permettrait? Parce que c'est pas marrant si on se l'écrit. Il faut que ça vienne. Non. Je vous propose maintenant de voyager, de prendre l'Eurostar, enfin en espérant qu'il arrive à destination. Oui, je perds mes mots parfois. Depuis que Jacques Desange est passé, je perds mes mots. Voici David Lowe. Hello David. Well, le film Une petite zone de turbulence est adapté du livre A Spot of Bother, écrit par Mark Haddon, un auteur anglais né dans la ville de Northampton, qui se situe à 150 km au nord de Southampton. Attention, East Hampton se trouve bien plus à l'ouest, sur la côte est des États-Unis. Mark Haddon poursuit ses études à l'université d'Oxford, se marie avec un prof d'Oxford et le couple vit à Oxford. L'auteur est un végétarien athée, probablement les prémices d'un emmerdeur. Mais cela ne veut rien dire. Alors que Tolstoï prêchait l'amour universel, il n'était pas gentil avec sa femme. Son best-seller, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, donc best-seller de Haddon, pas de Tolstoï, raconte l'enquête qu'un jeune garçon autiste mène sur la mort d'un chien. Pas tout à fait dans la même veine que Guerre et Paix, mais certains poètes se fient à leur imagination une seule fleur dans leur jardin. D'autres se nourrissent de toutes les étoiles de l'univers. Moi, j'ai juste besoin d'un peu d'argent. Le livre, Le bizarre incident, etc., est écrit à l'origine pour des adultes, mais le récit devient vite populaire auprès des jeunes lecteurs, un peu comme Alice au Pays des Merveilles à l'envers, ou Les Chroniques de Narnia à l'endroit. Les deux auteurs, Lewis Carroll et C.S. Lewis, un entrechat de Lewis, bien que Lewis Carroll, contrairement à C.S. Lewis, n'était pas son vrai nom. Bref, les deux hommes étaient professeurs à Oxford. Il y a un curieux raisonnement dans tous ces livres, une capacité de renverser la logique conventionnelle tout en restant logique, qui est caractéristique à la fois des personnes qui ont des problèmes psychologiques et des personnes qui ont étudié à l'université d'Oxford. Mark Haddon en est un exemple, ainsi que Laurence d'Arabie, Oscar Wilde, Tolkien, Graham Greene, Shelley, Stephen Hawking, Ken Loach, Margaret Thatcher, Indira Gandhi et moi-même. 46... vous mettez après Indira Gandhi, quand même. Oui. Juste. Je me permets, elle est morte. 46 prix Nobel ont été accordés à des anciens d'Oxford. Et pour information, la France en détient 44. Pour intégrer l'école, il ne faut pas seulement être intelligent, il faut avoir un cerveau prédisposé à la réflexion oxfordienne. Par exemple, lors d'une interview, un professeur de collège reçoit un candidat dans son bureau. Il donne au postulant une brique et lui demande de la lancer à travers la fenêtre. Le jeune homme s'exécute. Puis le prof lui demande pourquoi n'a-t-il pas ouvert la fenêtre avant de jeter la brique. Sa candidature est rejetée. On n'est pas alarmé. Il faut connaître les règles pour pouvoir mieux les enfreindre. La cérémonie de remise des diplômes se fait en latin.
Un éminent professeur tient son discours dans cette langue morte sans perdre son humour anglais. Vous observez une assemblée très réactive qui de temps à autre se meurt de rire. Cum catapultae proscriptae erantum soli, proscripti catapultus habebunt. Auricula Mario gravite, miraris olere, tu faci hoc. Garis nestor in auriculum. Matrimonium ita demum exigi tranquille, et sine querela possi dicebat, si mulier caica fiat, et maritus surdus. Et il a mis son chapeau. C'est Harry Potter. Oui, ils font pas le latin à Mulhouse. J'ai dû frôler Mark Haddon à un moment, puisque une fois je suis venu à un cours de philosophie dans son collège, Merton College. Le professeur, à cause du beau temps, avait décidé de faire la leçon sur la pelouse. Le sujet était la relativité espace-temps et ses implications philosophiques. Soudain, au milieu du cours, le professeur fait un énorme P. Un peu gêné, j'ignore l'accident. Puis quelques minutes plus tard, l'accident se répète. En France, on fait pas comme ça. Et ainsi de suite. Stéphane est fasciné. Je n'entendais plus son discours, mais un son indéchiffrable, juste une mélodie du savoir. L'érudit génial m'avait fait tout comprendre sur l'origine de l'univers et l'impénétrable infini de l'espace, la musique céleste ponctuée par des big bongs. Il le fait très bien. Mais, malheureusement, j'étais dans l'incapacité de la traduire verbalement. C'était David Le. N'importe quoi. Ah oui, Il est payé ? C'était sympa vos cours de philosophie, vous? Oui, c'était très intéressant. Et ils sont tous comme vous à Oxford? Oui, justement, c'est Mark Haddon. Ça vous fait comprendre un tout petit peu le... Oui, l'univers de... Oui. Ça ne m'étonne pas. Oui. Non, mais ça va, vous êtes dans votre état normal. Non, il y a cet humour anglais qu'on retrouvait un peu aussi dans votre film Embrassez qui vous voudrez. Il y avait C'était un roman anglais aussi. C'était un roman anglais, oui. Il y avait cette écriture, en tout cas. Oui, c'est pour ça que j'ai pas voulu le réaliser le suivant, parce que je me suis dit il y a trop de points communs si je les réalise en plus. C'est un regard sur la vie, parce que il y a aussi une chose dans le film. On parle tout le temps de la mort, parce que votre personnage Jean-Paul est obsédé par cette idée. Il est persuadé qu'il va mourir toutes les 5 minutes. Oui, il a des crises. Ça s'appelle les crises de panique. De panique, oui. En France, on a inventé un mot, une maladie qui n'existe pas, qui n'existe qu'en France, comme les suppositoires. C'est la spasmophilie. Ailleurs, ça n'existe pas. Ça s'appelle une crise de panique. Mais c'est ça qui en fait. Et qu'est-ce qu'il faut prendre dans ces cas-là? La fuite. Un pétard. Il fuit d'ailleurs, il fuit. Et puis alors, l'idée du mariage de sa fille, de tout ce qui va se passer, il sauve. Oui, il part en forêt avec des biscuits et un thermos de café. Rien de fourré surtout. Faire comme Trébert. Il y a des scènes qui sont très jolies avec le... En forêt avec un thermos. Le petit, avec mon petit-fils. Oui, qui vous dit, est-ce que c'est vrai que tu vas mourir, papy? Oui, c'est le seul avec lequel il a un rapport simple. Ouais. C'est le petit, parce que le petit, il a 2 ans et demi, la vie n'a pas commencé à l'entamer trop. Et donc, ils ont un rapport qui est d'une simplicité terrifiante. Même, il est super, ce gamin. Comment il s'appelle? Pardon? Le gamin du film, je suis comme de sang, je ne comprends pas quand vous parlez. Comment? Moi, je voulais demander à Michel Blanc. Comment il s'appelle, le gamin? C'était ça la question. Son vrai nom? Oui. On sait plus, on sait pas. Jolan. D'accord. Il est vraiment super. Ah oui, il est super. C'est toujours dans les top ventes des DVD. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui que la jeune génération vraiment continue à louer, à regarder les bronzés et à aimer les bronzés, à autant se marrer et à expliquer que ça n'a pas vieilli? Je ne comprends pas.
C'est hallucinant. Moi, je vous propose Les une Français font explication. du ski, Parce que c'est drôle, tout simplement. Pour répondre à ta question formidable. tout à l'heure, c'est quoi la comédie? Donc d'abord, c'est drôle, t'as raison Albert, mais ce qui est surtout, je crois, c'est que ça racontait quelque chose sur la société française. De l'époque, oui, mais Vraiment. pourquoi les mots maintenant peut-être s'y ça a pas intéressent, changé. ça je ne sais pas. Parce que, Parce que la société française n'a peut-être pas tant changé que cela. Oh, quand même, les familles sont Il y recomposées. a des répliques, il y a des situations, il y a du burlesque pur. Qu'est-ce que Oui, c'est c'est rigolo, quoi. Des personnages clownesques au grand C'est un sens peu du terme. guignol. Et donc, Et une bande. C'est un film de bande. Et j'avais un dernier mot pour conclure sur ce film. Est-ce que la famille, pour vous, chacun, ça a été plutôt un lieu d'apaisement, de réconfort, de chaleureux, ou au contraire, vous avez voulu prendre vos distances? La famille dans l'enfance ou la famille maintenant? La famille, Non, il y a une grosse choisissez. différence. Oui, il y a une grosse différence, oui. Ouais, c'était plutôt le tumulte. Quand vous étiez enfant. Et même- maintenant, c'est bien, quoi. On parle beaucoup, surtout. Et vous, Non, Michel moi j'ai eu une enfance formidable, avec une famille que j'aimais, qui m'aimait, enfin j'étais très bien. Ça s'est gâté après, pas avec eux, mais à la puberté. Mais Ça structure avec les quand même, autres, c'est ce pas qui avec- donne une structure à la base. Oui, enfin, c'est un cocon, c'est une banalité de dire Non, ça, non, mais, mais- vous avez confiance, vous vous sentez protégé, il y a... voilà, moi En j'ai tout cas, ressenti comme ça, c'est ce pas... qu'on- On sent dans le film, ça s'engueule beaucoup, hein, on se dit Oui. tout, mais au moins, il y a de l'amour, en tout cas. Ah oui, ils s'aiment. Ils ont Voilà, une manière c'est- maladroite de le faire parfois, mais ils s'aiment. Mais ils s'aiment. Une petite zone de turbulence, ça sort demain, d'Alfred Lotte, avec Miu Miu, Michel Blanc, Gilles Lelouch, Mélanie Douté, Cyril Descours et d'autres. Merci à vous deux. Et on remercie encore Gilles d'être venu ce matin. Demain, nous serons avec Patrick Rambaud pour le volume 3 de son livre sur la vie à la cour ça a l'air de très l'Élysée, et Cécile David-Veil. Sans plus tarder, Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour. J'aime bien la version du détachement bouddhiste dans le film. C'est voir sa fille épouser un con et s'en foutre. Oui, Ça, c'est vrai. Ça, c'est très drôle. Oui, ça m'a beaucoup plu aussi. Oui, Excellente oui. réplique. Oui. Et la flatulence britannique, c'était pas mal non plus avec David Lowe. Et vous savez que cette flatulence britannique est une exacte traduction de la très mauvaise cuisine. Je crois, honnêtement, je ne veux pas défendre nos camarades britanniques, mais ça a bien changé quand même dans les cuisines Tu parles. anglaises. Ah bon? Oui, parce qu'il y a des cuisiniers français, c'est pour ça. Oui. Ouais, Il y c'est a vache Jamie aussi. Oliver, il y en Oui. a d'autres. Il n'y a que l'homme, comment il s'appelle? Non. Oui, comment il s'appelle? Oui, il est à Versailles, là, le, après, non? le chef, on ne sait plus. Oui, En Gordon tout cas, Ramsay. Gordon Ramsay. Oui, oui, bien sûr. Gordon Merci Ramsay. Philippe. Merci à vous, à demain. Absolument. À demain. Salut. Ramsay. Ramsay.